Le chef de l'État à Figeac demande aux Français de retrouver l'élan des moments forts. La rencontre CGT-CFDT, des retrouvailles après des mois de bouderie. La publication du projet de statut de Paris il y a 1 heure, Jacques Chirac se plaint du manque de concertation. Enfin, un changement de cap en Allemagne après les élections de Hesse. Helmut Schmidt va peut-être se maintenir au pouvoir jusqu'à des législatives anticipées. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un discours très attendu que François Mitterrand vient d'achever il y a un peu plus d'1 heure à Figeac, dans le Lot. Plusieurs signes, sondages ou autres, laissaient transparaître une réelle inquiétude de l'opinion et de nombreuses interrogations. L'opposition, très logiquement, montait depuis quelques semaines au créneau et multipliait les attaques. Face à elle, face aux électeurs, comment le chef de l'État allait-il réagir? Eh bien, par une série de phrases qui donnent bien le ton d'un discours, disons, offensif. S'il y a une légitimité, c'est celle de la République. Il faut délaisser les disputes inutiles pour redresser la situation de la France. Il faut retrouver l'élan des moments forts. 2 extraits de ce discours qui le traduisent assez fidèlement. D'abord, résister et réconcilier. Mais il faut que l'on sache bien que pour moi, la loi est la même pour tous, que la République est la demeure de tous, que nul n'est refusé, qu'aucun de ceux qui le contestent ne doit rester à la porte s'il désire entrer avec nous, non pas dans notre conviction politique, mais dans notre construction commune. Nul n'est exclu ni refusé. Et rien ne s'expliquerait de ce que j'ai moi-même engagé pour que les exclus de la société soient à nouveau reçus, se sentent chez eux, appelés à sauver la patrie dans les moments de guerre, eux appelés à fournir le travail et l'effort, sans jamais recevoir la juste récompense ou même la simple part qui leur revenait. Comment ne comprendraient-ce pas celles et ceux qui, n'ayant pas partagé mes espoirs, ni les combats que j'ai menés, craindraient aujourd'hui, par je ne sais quel retour des choses, de ne pas se sentir chez eux, en France, de ne pas se sentir comme chacun de mes amis les plus proches, fraternellement unis sous la conduite du président de la République. C'est pourquoi j'attache peu d'importance, mesdames et messieurs, aux excès de langage qu'un certain nombre de démagogues, mais n'offense pas qui veut, s'acharnent de semaine en semaine à nous faire entendre. Le pays ne se laissera pas entraîner vers les extrémismes auxquels on le convie. Et je sais bien des citoyennes et bien des citoyens républicains et démocrates qui condamnent notre action, qui ne se reconnaissent pas en elle, qui contestent nos objectifs, qui votent contre nous, qui sont cependant tout autant que les autres nos frères et nos amis au service de la patrie. Je sais que celles-là, que ceux-là qui ont la fibre de la patrie et l'amour de la République souffrent de ces excès, les refusent et rejoignent notre peuple dans le rejet de tout excès. N'offense pas qui veut, a donc fait savoir le président de la République en répondant, vous l'avez bien compris, indirectement aux critiques de l'opposition et en dressant un bilan des premiers mois de son septennat. Avec un leitmotiv, si cela avait été fait avant notre arrivée, nous n'aurions pas été obligés de le faire. Deuxième volet donc de ce discours, conquérir, et d'abord grâce au pluralisme. Il faut conquérir pour la génération qui vient tout ce qui servira à son épanouissement. Et quelquefois, ce que j'ai appelé le socialisme à la française, je n'en fais pas une Bible. Je dois exprimer
toutes les volontés saines de la nation. Il en est d'autres. Ah, cette diversité, ce pluralisme comme j'y tiens. Le pluralisme des pensées, des philosophies, le pluralisme spirituel, les idéologies, le moyen de les exprimer. Ah, comme je veux que la France reste dans sa profondeur, aussi diverse et colorée, contraire, non pas contradictoire. Ah, comme j'aime ceux qui me contestent, dès lors que je trouve avec eux le langage commun de ceux qui veulent servir la France et qui l'aiment. Et rien ne sera fait, rien n'a jamais été fait, rien ne sera fait sous mon autorité qui puisse en quoi que ce soit altérer cette diversité. Je demande aux Françaises et aux Français de retrouver, s'ils l'ont jamais perdu, ce qui n'est pas sûr, le grand élan des moments forts de leur histoire. Ils n'ont pas affaire à des dirigeants et à un président de la République qui s'attardent à tourner la tête sur les divisions de la veille. Nous cherchons les réconciliations et les rassemblements d'aujourd'hui et de demain. Voilà, si nous avons diffusé 2 extraits de ce discours, c'est qu'il était attendu, le président parle relativement peu et il y avait bien des questions qui méritaient réponse. Noël Copin. Eh bien oui, j'ai l'impression, si vous voulez, que le président de la République a prononcé un discours qui est peut-être l'un des plus importants, peut-être le plus important depuis qu'il a été élu président de la République. En l'écoutant tout à l'heure, je pensais à ce que l'on a souvent dit de François Mitterrand aux différentes étapes de sa carrière, c'est qu'il n'est jamais si fort que quand il doit faire front, quand il se débat en face des difficultés. C'était vrai avant son élection et même au moment de sa candidature, et c'est vrai, je crois, aujourd'hui. Il y a les difficultés économiques, il y a les sondages que vous évoquiez tout à l'heure, et puis il y a les attaques de l'opposition, les attaques sur la légitimité et des attaques de caractère, disons, plus personnel. On avait dit, après ce week-end très chargé en déclarations, que le président de la République allait répondre. Il a répondu à sa manière, à son niveau, et je crois que les attaques personnelles l'ont précisément incité à prendre encore davantage de hauteur. Quant aux attaques sur la légitimité, il répond, vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est la légitimité de la République. Sa réponse, c'est l'unité nationale dont il est le symbole et dont il est le garant. Oui, habituellement, Noël Copin, dès que le président hausse un petit peu le ton, on emploie toujours un petit peu à tout bout de champ, d'ailleurs, l'expression de style gaullien. Alors oui, ce soir. Je pense, si vous voulez, que ce sont les historiens qui trancheront, mais ce soir, effectivement, on est tenté à nouveau d'employer cette expression. Ce qui est gaulien, en tout cas, c'est l'appel direct au peuple français, c'est cet appel au rassemblement, c'est cette sorte de tête-à-tête entre le président de la République et la nation, et l'on pense bien sûr à cette phrase du général de Gaulle, qui est un peu la clé de la Ve République, et disant la confiance que se portent mutuellement le peuple et le président est à la base de nos institutions. Accusé parfois par l'opposition d'être davantage le président de ceux qui l'ont élu que le président de tous les Français, François Mitterrand a répondu ce soir que le socialisme c'était aussi la liberté et le pluralisme, mais l'unité qu'il demande, ce n'est pas l'unité autour de ses convictions, c'est l'unité autour d'une construction à réaliser ensemble. Cet appel, il le situe sans doute dans l'espace géographique de la France d'aujourd'hui, mais il le situe, je crois, surtout dans le temps, il le situe dans l'histoire, dans ce discours qui était passionné et parfois lyrique. Ce qui apparaissait surtout, je crois, ça n'était pas seulement une certaine idée du socialisme, mais c'était aussi, et c'est là qu'on retrouve le style gaullien, une certaine idée de la France. Voilà, c'était donc à Figeac ce soir, au terme de la première journée de son 3e voyage en province, après la Lorraine et le Limousin en effet. François Mitterrand explorera rapidement, en 2 jours et demi, les 8 départements de cette vaste région Midi-Pyrénées, que l'on peut considérer comme une palette assez représentative de tous les problèmes qui se posent au pays en ce moment. Bernard Pradino, Jean-Michel Mercurol et Jean-François Renoux ont suivi les premières étapes de ce voyage présidentiel. Le message du président Mitterrand, répété tout au long de cette première journée de voyage, est « Comptez sur moi pour tenir bon ». Et à mon tour, je demande à la nation tout entière de s'assembler et d'accepter la rigueur de l'effort. Aussi bien à Montauban qu'à Condom, à Auch ou à Figeac, l'accueil de la population de la région Midi-Pyrénées a été amical et souvent chaleureux. À Tarbes et à Figeac, les commerçants avaient bien fermé boutique pour exprimer leur inquiétude.
Mais le président Mitterrand a lui aussi parlé de l'inquiétude qu'il avait vis-à-vis des charges des entreprises et de leurs difficultés d'une façon générale face au taux d'intérêt et au surendettement financier. La tâche du gouvernement est difficile, mais M. Mitterrand a pour lui la durée, la détermination, la persévérance. On a retrouvé ce thème dans toutes les interventions du chef de l'État. Ce matin, à Tarbes, visite de l'entreprise Alstom, l'un des éléments du secteur industriel que le gouvernement entend développer. Allez, salut. La dernière étape de la journée est Cahors, la ville de M. Maurice Faure. Demain, 3 nouveaux départements, l'Aveyron, le Tarn et la Haute-Garonne. Et une étape importante, Toulouse, la capitale de cette région Midi-Pyrénées, avec toujours ce leitmotiv du chef de l'État. Face aux difficultés, l'ensemble des Français doit avancer du même pas. La République est la demeure de tous. Dans la nuit, une très violente explosion s'était produite devant le domicile du président socialiste du Conseil régional de Midi-Pyrénées, Alex Raymond. L'attentat, qui n'a pas fait de victimes mais des dégâts importants, a été revendiqué par un groupe d'intervention contre la gauche nucléaire qui n'avait pas jusqu'ici fait parler de lui. Deuxième centre de l'actualité, cet après-midi, le nouveau siège de la CGT à Montreuil. C'est là en effet que se rencontraient les états-majors de Georges Ségui, l'hôte, et d'Edmond Maire pour la CFDT. Une manière de sommet qui vient tout juste de se terminer. Cela a duré longtemps, on le comprend un peu. Les deux centrales avaient beaucoup de choses à se dire parce qu'elles ne se voyaient plus depuis quelque temps, Martine Gilson. Ces discussions ont duré plus de 3 heures et elles se sont déroulées, je cite, dans un climat serein. Alors ne pas masquer les désaccords, ils existent, mais rechercher les convergences chaque fois que c'est possible, voilà, résumer le contenu des discussions. Au chapitre des divergences, l'évolution différenciée des salaires, la réduction du temps de travail. Au chapitre des accords, ils sont minces, les bas salaires et la politique contractuelle. Alors donc maintenant, à chaque fois qu'elles ne seront pas d'accord, la CGT et la CFDT ne vont pas s'invectiver. L'objectif, redorer l'image de marque des syndicats et puis se présenter un peu plus unis qu'avant devant le patronat et le gouvernement. On verra très vite si ces résolutions sont tenues, puisque demain se poursuivent les discussions sur l'assurance chômage et que mercredi, Pierre Bérégovoy doit présenter son plan d'économie sur la sécurité sociale au Conseil des ministres. Voilà, illustration des problèmes sociaux du moment, la crise de la sidérurgie et les conséquences pour les ouvriers du Nord et de Lorraine. Pour le Nord, Usinor, il y a eu une manifestation aujourd'hui à Paris. Pour la Lorraine, Pompée, une journée, disons, plutôt calme en Meurthe-et-Moselle. Reprise du travail ce matin, pas de barrage routier ni ferroviaire, mais une manifestation dans l'après-midi. Les syndicats seront reçus demain par Jean-Pierre Chevènement, ministre de la Recherche et de l'Industrie. Une grève de 2 heures, demain après-midi, à l'EDF et au Gaz de France. Un arrêt de travail décidé par toutes les fédérations de l'énergie pour protester contre les propositions en matière salariale de la direction lorsque viendra la sortie du blocage des salaires. Un arrêt de travail qui ne devrait pas avoir de conséquences sur la clientèle. Un certain nombre de médecins hospitaliers en grève pour 4 jours. Depuis ce matin, seules les urgences sont assurées. Le syndicat de la médecine hospitalière ne participe pas au mouvement de grève. Mais c'est la première fois, depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir, que des manifestations unitaires vont mobiliser la plupart des professions de santé. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce mécontentement des professions médicales, dont le point d'orgue devrait être une manifestation jeudi. Et puis pour clore ce chapitre économique et social, une intervention importante des évêques français qui font un certain nombre de propositions. Daniel Lecomte. L'Église ne restera pas indifférente devant la crise, c'est ce que montre un document récent du Conseil permanent de l'Épiscopat. Dans les ménages où il y a cumul des salaires confortables, les évêques proposent le renoncement total ou partiel à l'un des 2 salaires. À ceux qui cumulent emploi et retraite, ils demandent de renoncer à l'emploi. Et dans les foyers dont les besoins sont en voie de diminution, l'Épiscopat conseille le recours à la retraite anticipée. Travail au noir et fraude fiscale sont aussi mis en cause dans ce document comme contraire à l'esprit évangélique. Un document où il ressort que la défense du niveau de vie n'est pas pour les évêques l'objectif le plus urgent, sauf en ce qui concerne les plus défavorisés. En 1975, sur tous les problèmes inhérents aux questions de croissance, l'Épiscopat s'était prononcé à Lourdes. En 1979, déjà ce thème du partage du travail avait été abordé par les évêques de France, mais cette fois-ci il me semble que dans le contexte politique à l'heure actuelle qui dramatise quelque peu les choses,
il a semblé aux évêques de France nécessaire de dire une parole qui prenne un peu de la hauteur et qui réfléchisse sur nos mentalités et l'évolution de l'opinion. C'est une sorte de question morale que nous avons voulu poser avec force, d'ailleurs, à l'ensemble des chrétiens de France. Le conseil permanent de l'épiscopat qui a perdu hier l'un de ses membres, Monseigneur Roger Eckel, qui devait succéder à Monseigneur Elchinger, évêque de Strasbourg. La santé de Georges Marchais, eh bien, il reprendra ses activités de secrétaire général du PCF dès la fin de la semaine, a fait savoir son secrétariat. Le numéro 1 du PC effectue actuellement un bilan de santé à l'hôpital Lariboisière. Je ne reviens pas, ou si peu, sur les très nombreuses réactions à la petite phrase de Michel Poniatowski samedi sur le super Charlot et les Charlots. Propos irresponsables et à la limite grossiers, nous disait le ministre Jean Le Garrec dans Antenne de Midi. Juste quand même cette précision aujourd'hui à Versailles de Michel Poniatowski lui-même. Charlot, ce n'est pas un méchant mot, cela veut dire des clowns qui font des bêtises. Mais voilà que le président de la Cinémathèque française lui-même se fâche. Le cinéaste Costa Gavras, vous le savez, l'auteur de Z ou de Missing, n'aime pas du tout que l'on touche à Charlot, Charlie Chaplin. Bien que consciente de l'évolution rapide du langage, la Cinémathèque française, dit-il, considère que ce détournement de sens diffame l'une des plus grandes figures du patrimoine cinématographique mondial. Et voilà pour Charlot. Autre débat politique qui va sans doute rebondir, le statut de Paris, avec la publication, Patricia Charnonnet, du projet il y a quelques minutes. Bien écoutez, oui, le voici. On attendait donc ce texte depuis le mois de juin. Et il s'agit du projet de loi relatif au renforcement de la démocratie. L'intitulé est important, dans les villes de Paris, Lyon et Marseille. Alors, je peux vous dire tout de suite qu'il n'y a pas de grosse surprise. Ce texte est conforme aux déclarations qu'avait faites sur ces statuts François Mitterrand au mois d'août dernier. L'objectif général, si vous voulez, c'est donc de rapprocher l'administration des citoyens et de rompre avec une concentration excessive des pouvoirs. Alors, quelques grandes lignes, eh bien, les maires de Paris, Lyon ou Marseille resteront donc bien les maires. Il n'est donc plus du tout question de créer au sein d'une même ville des communes de plein exercice. Les maires et leurs conseils municipaux conservent, et c'est très important, le pouvoir fiscal et budgétaire. La nouveauté, eh bien, c'est la création des conseils d'arrondissement dans les 3 villes qui auront des maires à leur tête et dont la mission sera finalement de s'occuper des affaires quotidiennes de l'arrondissement. Je vous l'ai dit, avec des pouvoirs importants, comme notamment des pouvoirs de décision pour les équipements publics. Alors les réactions maintenant, j'imagine qu'à la mairie de Paris, on n'a pas tellement apprécié. Oui, alors Gaston Defferre attend lui-même ses réactions, puisqu'il a écrit à Jacques Chirac cet après-midi pour lui dire qu'il souhaitait recueillir son avis dans les jours à venir. Alors la réaction de Jacques Chirac, donc, eh bien, elle n'a pas tardé. Dans un communiqué, le maire de Paris déplore l'absence de concertation qui a, selon lui, présidé à l'élaboration de ce texte. Et il a d'ailleurs décidé de convoquer le Conseil de Paris en session extraordinaire lundi prochain. Il ne dira rien de plus d'ici là puisqu'il est actuellement en voyage en Afrique. Toute son équipe, c'est la seule chose qu'on puisse dire ce soir, est actuellement en train d'étudier ce texte. Elle prépare d'autres réactions avec notamment la municipalité de Lyon et on peut déjà dire que les collaborateurs de Jacques Chirac pensent que ce statut va considérablement compliquer la gestion de la ville. Voilà, Patricia, nous allons encore parler élection, mais de l'autre côté du Rhin, cette fois avec l'étonnant retournement de situation qui s'est produit hier en Allemagne, à la faveur des élections régionales de Hesse. La déroute libérale a changé du tout au tout les données de la crise politique et il n'est plus maintenant du tout certain que le chancelier Schmitt démissionne dans les jours à venir. Michel Meyer. Le Parti chrétien-démocrate est un grand parti, un paquebot difficile à manœuvrer. Mon parti, le Parti chrétien-social bavarois, est plus petit, plus agile à la manœuvre. C'est un destroyer. Fidèle à lui-même, hilar, rusé et plus bavarois que jamais. Franz Josef Strauss est de retour. Grâce à ses 52 députés, sur les 226 que compte la chrétien-démocratie, il est maître du jeu politique actuel. Sans lui et sa permission, pas de coalition gouvernementale avec les libéraux. Sans lui, pas de futur chancelier Helmut Kohl. Or, en ce début de semaine politique agitée, il faut savoir que Franz Josef Strauss considère que Helmut Kohl, son ami politique entre guillemets, ne sera pas un bon chancelier pour l'Allemagne fédérale. Plus encore, pour couronner le tout, il ne veut pas d'une alliance avec les libéraux, dans la mesure où il se souvient parfaitement que ces derniers, pour bâtir leur succès électoral de 1980, il y a 2 ans, avaient systématiquement pratiqué une campagne anti-Strauss. C'est dire si le leader bavarois va être tenté d'exploiter la gifle électorale reçue en Hesse par les libéraux. Hans-Dietrich Genscher avait hier soir l'allure d'un battu. Il accusait le coup. Le chef libéral paie indéniablement son renversement d'alliance au niveau fédéral.
les électeurs n'ont pas accepté ce que Helmut Schmidt appelle sa trahison au profit des chrétiens démocrates de l'opposition, mais surtout à l'avantage de Helmut Kohl, un ami personnel de Hans-Dietrich Genscher. Ébranlé lui aussi, Helmut Kohl a depuis hier soir toutes les raisons de ne plus trop croire être en mesure de succéder à Helmut Schmidt suite au vote de défiance anti-Schmidt programmé pour vendredi prochain. Dans l'intervalle, le leader chrétien-démocrate peut en effet assister à l'effritement et l'abandon d'un parti libéral en pleine crise. Dans ces conditions, on ne voit pas comment il pourrait espérer renverser un chancelier Schmidt qui, après s'être engagé à fond en Hesse, y a recueilli les résultats inattendus et providentiels de son parti comme un soutien à sa personne, sinon à sa politique. Il n'est donc pas exclu que Helmut Schmidt soit encore en selle en fin de semaine au titre de chancelier minoritaire appelé à gérer les affaires courantes jusqu'à des élections générales anticipées à la fin de novembre. Comme celle d'hier, ces élections pourraient alors bien confirmer la spectaculaire percée des écologistes et des pacifistes. Ces derniers, refusant les rituels politiques traditionnels, sont devenus la troisième force en Allemagne fédérale. Pour la plupart transfuges du Parti social-démocrate, les écolo-pacifistes visent une alliance future avec une social-démocratie sans Helmut Schmidt, c'est-à-dire susceptible d'être contre les fusées américaines et pour une croissance sans béton. Lorsque ces chanteurs idéalistes et romantiques arbitreront les débats du Bundestag, peut-être dans 6 mois ou même 3 mois, la République de Bonn aura changé de visage. Autre conséquence, la baisse du mark aujourd'hui. Pendant ce temps, le dollar, lui, établissait un nouveau record à Paris, 7 francs 14, presque 15 ce matin. Dans une interview au Financial Times, Pierre Mauroy réaffirmait la détermination de son gouvernement à rester au sein du système monétaire européen et à résister à une nouvelle dévaluation du franc. En bref, encore à l'étranger, un Mirage F1 marocain abattu et son pilote capturé, c'est du moins ce qu'affirmait cet après-midi le Front Polisario. Pas de confirmation à Rabat, au siège du gouvernement. Liban, débarquement à l'aube du dernier contingent français de la force multinationale. Les Marines américains arriveront après-demain. Sur place à Beyrouth, Roland Tour et Philippe Rochaud. Il a fallu plus d'une cinquantaine de rotations d'hélicoptères pour débarquer les derniers contingents français du porte-avions Foch, ancré au large du port de Beyrouth. À présent, les effectifs français dépassent le millier, mais tous ces hommes, avec leurs canons, leurs camions, leurs fusils, vont être encore cantonnés dans la résidence de l'ambassadeur de France, en attendant de se déployer enfin dans la capitale libanaise. Le principal obstacle reste en effet le maintien de la présence militaire israélienne à Beyrouth-Ouest. Quand les soldats français sont arrivés, une unité dite médicale de l'armée israélienne stationnait encore dans le port de Beyrouth. Mais elle devrait se retirer mercredi. Ainsi, 3 forces étrangères se trouvaient encore ce matin au port de Beyrouth, les Israéliens, les Français et les para-italiens arrivés pourtant hier, mais qui ne savent pas encore où ils vont se déployer. Ils attendent en fait l'arrivée des Marines américains, qui eux-mêmes attendent le départ des Israéliens de Beyrouth-Ouest pour débarquer dans le port. C'est encore la confusion la plus totale. Malgré cela, les soldats français ont reçu pour première mission de déminer la zone des camps de Sabra et de Shatila où ont eu lieu les massacres de la semaine dernière, autour de la fosse commune où reposent les victimes. Deux unités de déminage, 60 hommes au total, ont commencé les recherches à la lame de baïonnette et à la pelle, un véritable travail de fourmi, au cours duquel ils trouvent encore des bombes à fragmentation que larguait l'aviation israélienne dans ses bombardements de l'été dernier. Ceux-là ont déjà explosé, l'autre elle n'avait pas explosé. Et ça fait beaucoup de dégâts quand ça... Ça c'est très dangereux parce que l'explosif est très sensible et très puissant. Combien vous faudra de temps pour déminer tout le secteur ici? On ne peut pas savoir. Ça dépend de ce qu'on va trouver, ça dépend de beaucoup de choses. Mais ce qui nous étonne, c'est de voir que vous marchez comme ça un peu sûr de vous. On a déjà fait un mois ici. Mais en sachant à peu près où sont les bombes et tout ça? C'est une question d'habitude. Pourquoi vous n'avez pas de détecteur Ils ne servent à rien. Il y a des éclats partout. Donc à chaque fois, on trouve des éclats, des cartouches de Coca-Cola et tout comme ça.
Pour réaliser cette opération, les para-français avaient bouclé le camp de Shatila pour des raisons de sécurité, avec même des engins anti-chars. C'est une répétition du rôle qu'ils auront dans Beyrouth quand l'armée israélienne se sera retirée et que les derniers éléments de la force multinationale, les Marines américains, auront à leur tour gagné la capitale libanaise. Israël était aujourd'hui quasiment paralysé, comme tous les ans, par la fête du Yom Kippour, le jour de l'expiation, un jeûne de 25 heures qui vient tout juste de s'achever. Pour terminer ce journal, une page cinéma avec ce soir une figure contestée mais passionnante, celle de Francis Ford Coppola, qui à bien des égards fait figure de nouvelle Orson Welles. Son dernier film, Coup de cœur, qui sortira mercredi dans les salles, a déjà défrayé la chronique américaine car Coppola a présenté lui-même au public une copie qu'il avait, disons, kidnappée. France Roche l'a rencontré à Paris. Même quand il se promène dans Paris, Francis Ford Coppola, le promoteur d'un cinéma électronique dirigé par ordinateur, ne perd pas son goût des machines. C'est un goût qui ne date pas d'hier. Quand j'étais petit, j'aimais les expériences. Je construisais des machines pour entendre ce qu'on disait dans toute la maison. Je préparais des bombes, je m'occupais comme ça. Sa bombe d'aujourd'hui, c'est Coup de cœur, où il a voulu démontrer tous les effets de son et de lumière possibles dans un Las Vegas reconstruit en studio. J'emploie l'électronique pour m'aider à libérer le cinéma et le rendre moins cher. Je crois que bientôt, parce que le coût des films sera plus bas, toutes les œuvres d'imagination, les œuvres ambitieuses seront plus faciles. Coup de cœur a été une expérience dans ce sens. Est-ce que ce n'est pas refuser le réalisme? On peut aussi concevoir le réalisme comme une exploration de style. Dans les films d'aujourd'hui, je vois toujours la même histoire. Au nom du réalisme, les mêmes gens, dans la même voiture, la même cabine de téléphone, la même chambre à coucher. Je me considère comme assez jeune encore pour vouloir briser ces règles et faire un cinéma que j'aime. I am interested in breaking some of those rules so that I can get into something in the future that is more to my liking. Pour montrer Coup de cœur, il a kidnappé la copie chez les distributeurs et a montré son film directement au public new-yorkais dans un déluge de menaces de procès. Quand j'ai montré Coup de cœur au Radio City Music Hall, on m'empêchait de finir le film. C'était un acte audacieux, mais j'étais dans une situation impossible. Le moment était venu de le montrer, car c'était un film inhabituel, un sujet de discussion. Il fallait qu'il soit vu. On ne savait pas ce que c'était exactement. Je me suis cru obligé d'agir ainsi, parce que les distributeurs me refusaient l'argent pour le film. Mais quand j'ai vu que la controverse prenait pas sur les jugements de valeur, sur ce qu'était le film, je l'ai retiré de la salle après quelques semaines. Il sera montré à Paris pour la première fois depuis. Whatever it was, several weeks of exhibition, I just took it back, and really the showing in Paris is the first time it's being shown since then. Paris pour moi est important, j'ai toujours aimé son style, j'aime les Citroën, j'aime son côté un peu fou, et puis on n'y est pas obligé de faire ce qu'on attend de vous. Voilà, donc Coup de cœur mercredi. La météo, Philippe Dumez, coup de cœur ou coup de sang? Bon, c'est plutôt régulier en ce moment et avec une certaine régularité justement. Le temps a tendance à se répéter. D'ailleurs, vous voyez sur notre photo satellite, eh bien, cette zone pluvieuse et nuageuse va pénétrer demain matin sur la France à nouveau par la Bretagne. Alors la carte de demain eh bien, ressemble étrangement à celle d'hier. Les zones pluvieuses sont en train d'évacuer la France par l'est avec un petit risque d'orage encore sur les Alpes et le Jura. Derrière, c'est une vaste zone variable avec de très belles éclaircies, surtout plutôt dans la moitié sud. Et puis derrière, donc, cette nouvelle perturbation pluvieuse et nuageuse qui va
aborder la Bretagne dans la matinée et qui recouvrera une bonne partie du nord de la France demain dans la journée. Les vents sont toujours très forts dans la Manche et un petit peu aussi dans la moitié nord du pays. Du côté des températures, eh bien c'est pratiquement toujours les mêmes températures qu'hier, donc il n'y a rien de spécial à dire, sauf que les températures minimales baisseront peut-être de 2 ou 3 degrés. Demain, le soleil se lèvera à 6h46 pour se coucher à 18h36 et c'est la Saint-Venceslas, un Polonais je pense. Ah oui, c'est sûr. Mais à 23h15, Hervé Claude reviendra sur les grands titres de l'actualité. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, à Figeac, le président de la République a appelé la nation tout entière au rassemblement et à l'effort. À 12h45, demain, Daniel Bilalian avec Antenne de Midi. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Bonne soirée à tous.